Bon bah aujourd'hui je vais me lancer dans un autre style de vidéo, hein. On va essayer de varier un petit peu les plaisirs. Vidéo un petit peu en hommage aux jeux vidéo, au rétro gaming aussi en partie. Je vais faire un top 10 des jeux qui m'ont le plus marqué depuis quasiment 25 ans, hein, que je joue aux jeux vidéo. Alors c'est des jeux auxquels j'ai énormément joué, donc je les ai vraiment retournés dans tous les sens. Je les connais pour ainsi dire par cœur. Il y en a même certains auxquels je rejoue des années après. Alors à savoir que je suis pas du genre à jouer à énormément de jeux, mais voilà, je me concentre depuis toujours sur quelques jeux par période, hein, voilà, donc je peux très bien ne pas jouer pendant des mois, et puis au contraire geeker à mort selon les circonstances. Donc je vais faire un top 10 en variant un petit peu les styles. Alors je le dis d'emblée, j'ai joué quasiment uniquement sur PC et toute la gamme des Xbox, donc vous me pardonnerez si il y a aucun jeu japonais, hein. Je n'ai rien contre les jeux japonais, c'est pas trop mon style, donc voilà, hein, je préviens. Alors pour le premier d'entre eux, Age of Empire 2, hein, Ensemble Studios 1999. Alors évidemment, un jeu qui est resté dans la postérité 20 ans après, on ne le présente plus, il a été beaucoup copié, hein. Évidemment, c'est un jeu de stratégie en temps réel, avec un background historique de bon aloi. Donc là, c'est l'édition Age of Kings, sachant qu'on pouvait voilà jouer à diverses civilisations, hein, des Vikings aux Mayas, des Turcs aux Francs. Alors, ce qui était vraiment sympa, c'est qu'on pouvait générer la map. On pouvait voilà mettre plus ou moins de montagnes, plus ou moins de rivières, du désert. Alors évidemment, c'est un jeu où il fallait ramasser les ressources, hein, donc le bois, la nourriture, l'or, les pierres. Et puis bah, avec tout ça, on construisait des bâtiments, on upgradait aussi ses compétences, hein. Et puis quand on était fin prêt, on se lançait à l'assaut de ses voisins. Alors, j'ai jamais joué en multijoueur, pour le coup. Oui, je suis un peu noob là-dessus. Enfin, sur ce jeu en tout cas. Voilà, je vais essentiellement entre l'ordinateur, mais l'IA était vraiment plutôt bonne, hein. Quand on mettait en niveau difficile, il produisait très très vite des armées assez puissantes. Bon, hommage aux trébuchets, ils sont restés cultes, hein. Voilà, il y a même des forumers fans de trébuchets. Oui, oui, ça existe. C'est devenu un peu un mème, hein. Bon, après voilà, j'ai énormément joué il y a 20 ans de ça. J'ai pas forcément rejoué depuis, mais voilà, il m'a beaucoup marqué. C'est un jeu fort sympathique parce que voilà, on peut faire de la construction, faire des immenses châteaux, et puis en même temps de la stratégie en temps réel avec quand même un background historique plutôt sympa, plutôt précis pour ceux qui aiment bien l'art de la guerre. Donc voilà pour ce numéro 10. Alors, le suivant, dans un autre registre beaucoup plus récent, Assassin's Creed Odyssey, donc Ubisoft 2018. Donc j'ai joué évidemment sur la Xbox One. Alors j'ai jamais été forcément fan des Assassin's Creed. Alors je sais que des amis ne juraient que par ces jeux-là. Alors évidemment, bon, en tant qu'historien, je ne peux que louer la précision de l'univers, des dialogues. Enfin voilà, donc chapeau bas au niveau du contenu historique. Euh, oui, alors c'est vrai que j'ai jamais trop poussé la curiosité. Peut-être que je jouais à d'autres jeux à l'époque, mais bon, je sais qu'il y en a un notamment, je sais plus c'est lequel, mais qui se passait dans la l'Italie de la Renaissance, qui était quand même particulièrement beau et complet. Alors pour le coup, je l'ai vraiment bien torché celui-là l'année dernière, l'été dernier là. Bon, bah évidemment, le monde grec, je pouvais pas quand même passer à côté. Surtout que là, pour le coup, de ce que j'ai cru comprendre, il est quand même beaucoup plus roleplay que les précédents. On peut en gros choisir trois builds différents, donc plutôt un assassin, plutôt archer ou plutôt guerrier. Sachant aussi qu'on peut choisir entre un frère et une sœur, donc voilà, il y a un personnage féminin, mais bon, pour le coup, moi j'ai pris pour une fois un héros masculin, hein, dans la Grèce antique, un côté viril peut-être.
Alors, faut voir ce qui est quand même fabuleux, c'est que la carte de la Grèce est modélisée, hein, bon, pas en taille réelle, mais enfin voilà, la map, c'est la carte de la Grèce. Donc c'est quand même un régal d'aller explorer le fin fond du Péloponnèse ou les ruines atlantes, sans spoil. Alors, ce que vraiment j'ai apprécié dans ce jeu, alors j'ai fini les quêtes principales pour le coup, quasiment fait tout explorer, hein, voilà, fait toutes les quêtes secondaires, c'est qu'il y a voilà la recherche en fait de membres d'un culte. Bon, de tête, il y a peut-être une vingtaine comme ça de personnages cachés. Alors, soit on tombe dessus en menant des enquêtes, soit à travers des quêtes, ou soit un peu au hasard, hein, des combats, avec toute une arborescence, voilà, parce que chaque région a, allez, 4 ou 5 adeptes, etc. Donc voilà, le but c'est un peu de remonter toute la hiérarchie de cette société secrète, qui sont un peu voilà, les grands méchants du jeu. Je pense m'y remettre parce que voilà, j'ai pas fait la donne sur l'Atlantide notamment. Bah, le jeu est vraiment magnifique, immense, très très grand, voire même trop grand, hein. J'ai vu quelques critiques, enfin des joueurs qui reprochaient la taille du jeu, mais voilà, il faut quand même. Au bas mot, je dois avoir 200 heures de jeu. Il y a des combats navals aussi. Alors le jeu est assez dur au début. Bon, moi évidemment les jeux, je joue plutôt en mode dur, voire extrême, hein. Combat parfois un peu tendu. Après, bon, il devient plus facile quand on est stuffé. Bon, ça, c'est le problème de beaucoup de jeux. Il y a un mode aussi qui est sympa, c'est ce qu'on voit ici en bas à droite, c'est une espèce de jauge de hors-la-loi, c'est-à-dire que quand on commet trop de méfaits, il y a des mercenaires qui nous poursuivent. Au début, c'est assez rock'n'roll, assez dur. Après, bon, une fois qu'on a compris le coup, on les attire dans des pièges. Alors, c'est sympa, ça met de l'ambiance en plein milieu d'une quête. On se retrouve avec des mercenaires qui nous tombent dessus. Voilà, puis bon, on rencontre des personnages historiques, Hérodote, Socrate, enfin voilà, c'est quand même du très haut niveau, un très beau jeu. Alors par contre, j'ai pas joué à Origins, hein, celui qui se passe dans l'Égypte ptolémaïque, qui a l'air moins bien au niveau gameplay. Bon, là par contre, le dernier en date qui va sortir là sur les Vikings me dit moins, vraiment le monde viking vu et revu. On verra si je l'achète ou pas. Donc voilà pour ce numéro 9. Alors le suivant, je pense qu'en termes de chronophagie, c'est record mondial, c'est Football Manager 2008. Oui, oui, je suis précis. Alors bon, évidemment, chaque année, ils renouvellent. Moi, je suis resté attaché au côté old school avec la vision de dessus, hein, avec ce que j'appelle des pastilles, hein, donc c'est pas du tout en 3D. Bah, pour situer un petit peu quand même ma geekitude, je suis arrivé donc avec l'AS Roma, donc ça tombe bien, hein, on voit là le beau maillot de l'AS Roma, jusqu'en 2052, c'est-à-dire que j'ai fait 44 saisons. Oui, messieurs, dames, 44 saisons avec l'AS Roma, en faisant tous les matchs. Bon, évidemment, les matchs, ils durent 5 minutes, mais enfin, quand même, hein, il faut imaginer. Bon, voilà, l'intérêt de Foot Manager, c'est qu'on peut vaquer un peu à ses occupations en même temps. Enfin, voilà, écouter de la musique, travailler, faire autre chose. Même des interactions sociales, et plus si affinité. Alors, j'aimais bien, et même beaucoup Football Manager, old school, sachant que bon, il y avait comme des réglages tactiques, des achats, des transferts, bon, évidemment, mais c'était pas l'usine à gaz que c'est devenu maintenant. Maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'options, beaucoup trop de trucs annexes, la communication, les conférences de presse, voilà, je trouve qu'ils en rajoutent un peu trop, c'est un peu le tonneau des Danaïdes, quoi, c'est sans fin. Chaque année, ils nous rajoutent une couche. Alors certes, on peut jouer en mode plus simple, mais bon, autant voilà, jouer le mode simulation d'emblée. Et là, voilà, j'ai moins accroché que les derniers parce que beaucoup plus de réglages. Enfin voilà, je suis resté ces versions-là parce que ça reste quand même très complet. Avec les stats des joueurs, évidemment. Enfin, ils envoient des scouts, championnat de D2 du Danemark, pour voir si Thor Larsen est fort en centre, et donc ils lui mettent 12. Enfin voilà, c'est c'est très fort. Donc j'ai pas cité comme je le fais à chaque fois, mais enfin voilà, c'est Sports Interactive en 2007. Donc voilà, celui-là, il m'a englouti quelques années. Voilà, j'ai fait très fort avec Football Manager. Et oui. Alors, le suivant, dans le genre aussi chronophagie, c'était pas mal. Minecraft, donc on ne présente plus. Mojang Studio, en 2011. Alors, c'est un gars qui a créé ça au fin fond de son garage, qui est devenu multimillionnaire. Bon, bah là, j'ai joué sur Xbox 360.
Alors moi j'ai joué aux premières versions relativement dépouillées, il y avait beaucoup moins d'options que maintenant, où ça part un peu dans tous les sens, hein, c'est devenu un peu comme Lego, quoi, des licences de partout. Bon évidemment l'intérêt bah, c'est de tout casser, de tout crafter pour tout reconstruire. J'ai fait en fait une map, en gros j'ai fait un peu Skyrim, quoi, c'est-à-dire avec des châteaux à non plus finir, des tours, des villages, des traquenards, des pièges, hein. J'ai même fait plusieurs séances de jeux de rôle avec des gars en ligne, voilà, avec un scénario et tout, enfin c'était plutôt dantesque. Hein, je cachais voilà des objets à retrouver avec des pièges, des monstres et tout. Enfin voilà, j'ai passé beaucoup de temps à construire des châteaux. Ils étaient mieux que ce qu'on voit. Alors après voilà, je voulais pas avoir la prétention de montrer des châteaux absolument magnifiques en faisant style, ouais, je faisais comme ça parce qu'il y a des mecs, c'est des dingues. Enfin, ils vont nous faire le château de Versailles avec des carrés. Bon, moi j'ai fait pas mal dans le genre, surtout que la map, j'ai vraiment, enfin voilà, j'ai joué en mode survie, c'est-à-dire que voilà, il y avait des monstres la nuit, enfin c'était chaud, il y avait un challenge quoi, c'était pas le mode uniquement architecture. Donc il y avait le challenge en même temps du mode survie et en même temps de construire en cassant tout quoi. Donc ça me prenait quand même un certain temps déjà d'aller trouver le charbon, trouver les diamants, enfin voilà. J'ai pas joué en mode architecture. Bah jeu formidable, hein, franchement Minecraft, bon qui est décliné maintenant à toutes les sauces, qui est devenu hyper connu et voilà, c'est un jeu où on peut jouer de 7 à 77 ans. Alors le suivant, là aussi, bon, qu'on ne présente plus, Skyrim en numéro 6, Bethesda Game Studio, on est en 2011. Alors ce jeu, je l'ai acheté le premier jour de sa sortie sur Xbox, donc j'ai eu droit à tous les bugs, pas possibles, inimaginables, sachant que même avec des patchs, bah, il y avait des bugs qui perduraient, donc il y a des quêtes que j'ai pas pu terminer, je sais que dans ma première partie, j'ai pas pu terminer la guilde des mages, parce qu'évidemment le but c'est de tout faire, hein, faire toutes les quêtes, tout explorer, de faire toutes les guildes. Évidemment, sinon c'est pas marrant. Euh, alors comme souvent dans les jeux de rôle, d'ailleurs, moi je préfère vraiment les débuts, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop stuffé, on découvre le jeu. Bon, moi j'aime bien évidemment toujours jouer un peu en mode furtif avec des jolies donzelles des bois, avec des strings en peau de bête. À la fin, bon, on est un peu trop stuffé, on est un peu trop résistant, et puis bah comme on peut voir là, enfin c'est vraiment la grosse lacune du jeu, c'est l'interface quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les sorts ou les raccourcis, c'est par ordre alphabétique. Alors pour peu qu'on ait 50 sorts, il faut qu'on se souvienne de tout l'ordre alphabétique du sort, ce qui est pas du tout intuitif. Donc en gros, on joue tout le temps un peu avec les mêmes boutons. Enfin, c'est un peu gênant. Alors je sais que ça a été amélioré sur notamment Elder Scrolls en ligne auquel j'ai beaucoup joué, là j'aurais pu citer, mais on en reparlera des jeux de rôle en ligne à d'autres moments, avec des raccourcis, voilà, enfin je parle d'Elder Scrolls un peu plus intuitif. Bon voilà, bah, enfin ça reste quand même un jeu hyper profond parce que voilà, il est très ouvert, on peut aller dans tous les sens, on peut zapper les quêtes principales dans des assez grandes largeurs. Il y a un côté évidemment épique, enfin voilà, les dialogues qui sont restés cultes, hein, du style les gardes. Hein, voilà, si j'avais pas eu une flèche dans le genou, j'aurais fait un grand aventurier. Enfin voilà, c'est devenu des mèmes aussi sur Internet. Avec quelques combats un peu relevés. Bon, évidemment, faut jouer en mode dur ou extrême, hein, sinon c'est un peu trop facile. Puis c'est sympa, c'est le côté politique aussi. On doit choisir entre les impériaux ou les sombrages, donc en gros les indigènes vikings. Donc voilà, c'est un jeu très rejouable. J'ai pas joué par contre à tous les modes parce que bon évidemment moi je joue sur Xbox donc voilà moi, je mode pas les jeux mais bon j'ai fait quelques add-ons aussi. Donc voilà bon indépassable Skyrim. On en reparlera quand on parlera de Tezo vite fait à deux occasions. Alors bah justement jeu de rôle en ligne en numéro 5 Dark Age of Camelot, EA mythique en 2001 donc c'est sur PC. Alors c'est un jeu qui tourne encore sur certains serveurs. Et influencé un peu à l'époque par EverQuest et compagnie. Il a aussi évidemment beaucoup inspiré World of Warcraft et Tezo dont j'ai parlé déjà. Donc Elder Scrolls en ligne que j'aurais pu mettre, hein, que j'ai beaucoup joué pendant 2 ans, il y a quelques années, il y a 2 ans. Je suis arrivé level max. Enfin, bon, je parle de Tezo. Hein, j'ai fait beaucoup aussi de PvP, player versus player. J'ai torché toutes les quêtes qui étaient à peu près faisables dans ma race. Sauf que Tezo, alors j'ai beaucoup joué, mais à la 1, il m'a gavé. C'est un peu course à gros build, tout le monde se stuff pareil, tout le monde fait les mêmes builds, voilà. Donc moi qui aime bien jouer en furtif,
J'en prenais un peu plein la tronche, quoi. Si je le tuais pas d'emblée, je me faisais défoncer. Donc à la fin, c'était un peu relou. Et puis il y a beaucoup de bugs. On parle toujours de Tezo, hein, mais voilà, beaucoup de bugs, de plantage. Et puis des combats contre les monstres hyper trop faciles, quoi. Au début, évidemment, relevé. Et puis après, une fois qu'on est bien stuffé, le PVE, donc contre les monstres, c'est juste appuyer sur un bouton et on tue tout le monde. Par contre, le PVP, bien relevé. Bon, ce qui donne de l'intérêt au jeu, certes. Mais enfin voilà, donc j'en reviens à Tezo parce que celui-là vraiment, il m'a beaucoup aussi marqué. J'ai passé beaucoup de temps dessus avec ma ménestrel que j'adorais. Voilà, je jouais avec des instruments de musique, bon, furtivité, magie et combat. Donc voilà, un petit peu couteau suisse, mais ce qui mettait la difficulté et puis tout le sel au jeu. Bon là, c'est une scène contre un dragon, donc voilà, ça oblige à la coopération. Donc tout ça évidemment, c'est des joueurs, hein, on est en ligne avec beaucoup d'informations, mais l'interface était assez fluide. On pouvait voilà mettre dans l'ordre ses compétences. En fait, il y avait des times up, on va dire, voilà, je sais plus comment on dit, mais bref, voilà, des cooldowns, voilà, qui fait qu'on pouvait pas bourriner, voilà, sur les boutons, avec, voilà, des dialogues aussi, on pouvait dialoguer au clavier. Et ce qui vraiment, par rapport à Tezo, ce qui était vraiment génial, c'est qu'on était obligé, notamment au niveau du craft, de collaborer. C'est-à-dire que c'est pas comme dans beaucoup de jeux, on pouvait être genre maître forgeron, maître bijoutier, maître menuisier, maître couturier. Non, non, on pouvait se spécialiser que dans une compétence de craft. Et donc, si on voulait faire une super armure, ben, on avait besoin d'une couturière. Moi, j'étais couturière d'ailleurs, d'un forgeron ou d'un bijoutier. Donc, ça obligeait vraiment à la vente, à l'interaction. On allait visiter les maisons des gens. Enfin, vraiment, au niveau des guildes, c'était beaucoup plus poussé. C'était vraiment au niveau social super. Enfin, vraiment un jeu qui tourne encore d'ailleurs, un jeu anglais. Et en fait, il a beaucoup inspiré notamment Tezo. D'ailleurs, il y a des gars de la même boîte hein, qui ont collaboré dans Tezo avec Trois Royaumes, donc ce qui complexifie les bagarres parce que parfois on se retrouve à du, du 1 contre 2 ou du un contre un. Voilà, il y a trois royaumes. Voilà, donc c'était très sympa au niveau background, bon, même si ça restait très, on va dire, basique au niveau des univers. Hein. Donc il y avait un univers un peu viking, un univers, on va dire, grand breton, et un univers plutôt celtique. Voilà, donc vraiment un jeu formidable. Il y a un moment, j'étais tellement, enfin, j'étais devenu un peu no life, quoi. J'ai coupé du jour au lendemain parce que je mangeais plus, je ne dormais plus. Enfin, j'ai un peu abusé. Bon, j'étais jeune. J'étais jeune et fou. Bon, alors le suivant. Alors là, on change d'époque avec. Non, on change pas d'époque. C'est toujours la même époque. On est là avec Deus Ex, Ion Storm en 2000. Alors c'est un jeu enfin, qui restait un peu indépassable dans le genre, notamment en termes de simulation. Alors, vu comme ça, bon, on dit tiens, c'est un FPS, comme on a vu beaucoup. En fait, non, non, c'est un FPS, on va dire, vraiment jeu de rôle, parce que en clair, pour vous donner une idée simple, au début, par exemple, vous n'êtes pas terrible en fusil, admettons, mitrailleur, eh ben, votre curseur, il tremble. C'est pas du FPS où on vise, on clique. Faut vraiment jouer sur la furtivité, sur le décor. C'est vraiment une IA hyper bonne. C'est un peu à l'époque où les IA commencent vraiment à s'améliorer. Donc comme on voit, il y a plein de caractéristiques. Vous voyez, en fait, on est un peu une espèce de gars un peu augmenté avec des implants et tout. Donc voilà, la furtivité, la, la manipulation des électroniques, la santé, on peut faire des bons. Enfin voilà, il y avait vraiment un côté, des compétences un peu roleplay. Et moi, ce que j'adorais vraiment, c'était hyper simulation. C'est-à-dire que par exemple, voilà, vous utilisez un pistolet de base, genre un Smith Wesson, ça tremblait pas beaucoup. Par contre, vous utilisiez un gros calibre ou un fusil de sniper, là, ça tremblait énormément. Donc, vous voyez, c'était pas juste, tiens, je clique, et je lui défonce sa tête. C'était vraiment, enfin, voilà, rien que pour ça, le gameplay était absolument extraordinaire, assez compliqué. Enfin, voilà, il y avait des énigmes et tout, et le scénario vraiment génial avec espèce de complot de la FIMA, donc l'agence américaine sanitaire. Un jeu très mature pour l'époque. Bon, il y a eu des suites, mais vraiment qui n'ont pas été au même niveau. Donc, différence Deus Ex. Avec un univers très complet, vraiment très mature. Un jeu vraiment qui m'a beaucoup marqué, que j'ai vraiment adoré. Alors, qui se termine relativement rapidement. Voilà, c'est pas les maps en open world comme maintenant. Voilà, voilà, il y a peut-être 4-5 maps, voilà, un peu fermées, mais voilà, avec voilà, vraiment une IA de très haut niveau. Donc, Deus Ex. Ça reste un jeu qui m'a beaucoup marqué, même 20 ans après. Hein, j'ai jamais rejoué, mais j'y pense encore à un jeu. Ouais, étonnant. Alors, le suivant. Bon, là, on change pour le coup vraiment d'époque. En 2015, donc The Witcher 3, CD Projekt, donc les Polonais.
Donc basé évidemment sur des œuvres littéraires, avec la série Netflix qu'on connaît. Alors bon, avec un univers voilà, médiéval fantastique, mais très sombre. Ils se sont bien fait plaisir, hein, du sang, des larmes, du sexe. Alors, le jeu au départ m'avait pas tellement emballé parce qu'il y a un défaut majeur et moi d'emblée il m'a sauté aux yeux, c'est la maniabilité, quoi. Vraiment, ils auraient pu faire un effort. C'était en gros, et je suis pas le seul à l'avoir remarqué, notamment dans les bâtiments, dès qu'on est en ville, c'est où on est trop lent ou trop rapide et la caméra trop proche. Donc moi qui ai l'habitude, voilà, des jeux de rôle en ligne où ça va assez vite, c'est très fluide. Voilà, le gars c'est un sorceleur, il passe son temps à se cogner à des tables, donc c'est un peu lourd. Et au début vraiment c'était rédhibitoire quoi, ça m'avait vraiment gavé. Alors, je commençais par les défauts du coup, mais pareil, l'interface aussi, notamment, bon, je joue sur Xbox, mais voilà, alors il y a des raccourcis certes qui sont bien foutus, mais pour le reste, ouais, il y a que trois raccourcis. Donc on se retrouve avec une liste de 50 potions, 50 trucs, mais du coup, on est obligé d'aller dans l'interface, cliquer dessus, écrit tout petit. Donc du coup, comme les potions, voilà, on utilise un peu tout le temps les mêmes. Enfin voilà, c'est un peu décevant pour ça. Par contre, voilà, le jeu, bon, évidemment, extrêmement bien écrit. Pour moi, c'est les meilleures quêtes. J'ai jamais vu des quêtes aussi bien écrites. C'est-à-dire, c'est pas du tout les quêtes FedEx, va chercher un livre au fond de la grotte. Enfin, c'est des quêtes très très bien écrites. On sait jamais sur quoi on va tomber. C'est-à-dire, la quête, elle peut durer 5 minutes comme 2 heures. Il y a toujours un effet de surprise. La map est immense, alors peut-être un peu trop grande, il y a beaucoup de points d'interrogation, donc là aussi un petit bémol, parce que voilà, les points d'interrogation, je trouve que ça fait pas très immersif, mais enfin bon bref. Alors après, voilà, le jeu, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Après, j'ai adoré, enfin vraiment, je suis rentré dedans, mais comme un fou, j'ai vraiment adoré, là, donc ces dernières semaines, on va dire, confinement. Et à un moment, ça retombe, là, on se retrouve dans des îles vikings, alors voilà, vikings, vus et revus, comme je disais déjà à d'autres occasions. Et ça tombe vraiment, l'intrigue tombe. Donc voilà, j'ai un peu mis en stand-by pour l'instant. Bon, évidemment, je le terminerai hein, quand même. Hein, mais bon, moi, je m'efforce de tout finir, donc c'est assez long parce que voilà, je fais toutes les quêtes, j'explore tout le craft, machin qui va bien. Après, voilà, c'est un jeu. À un moment, je me suis dit, waouh, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Mais voilà, gros défaut rédhibitoire pour des jeux quand même. Maniabilité, interface, ah, quand même quoi. Donc, j'attends encore mieux, peut-être un Witcher 4 qui pourrait là vraiment, je pense, être le meilleur jeu du monde. Bon, ne le présente pas plus, hein, parce que c'est quand même un des plus gros blockbusters du moment, même s'il a 5 ans le jeu. Alors, là on change de délire avec Fallout 2. Alors celui-là, il est, pour ainsi dire, un jeu qui m'a énormément marqué. Alors bon, évidemment, c'est du bon vieux tour par tour. Alors, il a été décliné, évidemment, plein de suites, en mode open world, rien à voir, hein, voilà, en mode FPS. Alors j'aurais pu mettre aussi Fallout New Vegas que j'ai adoré, mais bon, il fallait bien en mettre qu'un. Extrêmement bien écrit, très drôle, très sombre, avec vraiment l'envie d'explorer, parce qu'il y a plein de trucs un peu cachés, des trucs mystérieux, voilà, les quêtes qu'on peut faire dans plusieurs sens, la map qui est très ouverte, et assez relevé, voilà, bon, au début c'est un peu chaud, on n'a pas beaucoup de balles et pas beaucoup de fric, alors moi ce que j'adore c'est le tour par tour quoi, c'est-à-dire c'est vraiment un peu un jeu de société parce qu'il faut imaginer que c'est des cases, des hexagones, donc voilà il y a des points d'action, par exemple si je veux te bouger de 2 mètres, hein, mon gars il est là, je prends 2 points d'action, donc si je veux me cacher là je prends 2 points d'action. Donc voilà c'est très très tactique, ça oblige voilà à jouer sur les angles de tir, voilà jouer avec la map, le décor, et puis bon, avec les points d'action, les changements d'armes, enfin c'est très tactique, c'est ce qui est appréciable pour un jeu de rôle, c'est-à-dire qu'il y a les deux, il y a l'ambiance, c'est très bien écrit, très drôle et très sombre, très mature, et en même temps le côté tactique. Donc voilà, ça reste un must. Hein. Bon, évidemment, il a été décliné à toutes les sauces. C'est devenu une licence très 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 bankable. Bon, j'ai beaucoup joué à Fallout 3 aussi sur Xbox, beaucoup joué à Fallout New Vegas que j'ai adoré aussi. Bon, c'est un peu comme Skyrim. Hein. Je l'avais acheté le jour de sa sortie, donc avec plein de bugs. Elle a même fait friser une de mes Xbox, hein, mais elle s'est jamais rallumée. Bon, donc, bah voilà, Fallout, ça reste aussi un must hein, en 2000. J'ai pas cité un Black Eye Studio, 98 même. Ça remonte. Un jeu qui, je pense que si rien que la musique, ça me donne des frissons. La musique de Fallout, j'en ai les poils qui se hérissent. Et le dernier, alors Baldur's Gate 2. Alors là, c'est la version améliorée, donc les graphismes sont un peu plus fins qu'à l'époque. Hein, on est en 2000, c'est BioWare. Alors j'aurais pu mettre Baldur's Gate 1 aussi, mais le 2 est quand même
beaucoup plus long, beaucoup plus complet, beaucoup plus dur aussi. Il est même assez chaud, hein, parce qu'on démarre d'emblée à un certain niveau, donc les monstres aussi. En fait, c'est la suite de Baldur's Gate 1, donc on considère que le personnage, genre, il est niveau 10, on va dire. Donc on a pas mal de sorts, mais les monstres, ils sont balèzes aussi. Alors bon, c'est très très bien écrit, très tactique. Alors c'est un système un peu bâtard que certains n'aiment pas, mais voilà, c'est du temps réel et tour par tour aussi, c'est-à-dire qu'on peut faire pause quand on veut. Alors il y a des puristes qui vont jouer qu'en temps réel, d'autres qui vont jouer qu'en tour par tour. Bon, moi je suis un peu un mixte. Bon, évidemment, on choisit ses coéquipiers avec des personnalités et voilà, bon, c'est les règles de Donjons Dragon, on ne présente pas, hein. Donc voilà, ce que j'apprécie, c'est que justement le voleur, eh ben, il va pas pouvoir avoir une cotte de maille et une hache à deux mains. Voilà, il y a un côté tactique parce que voilà, ça oblige vraiment à choisir le bon équipement, à jouer vraiment avec les compétences des différents coéquipiers. Alors voilà, c'est un jeu très très épique, rien que la musique aussi fout encore les frissons. Voilà, combat contre un dragon, hein, c'est du lourd. Voilà, pour le coup, il est assez relevé, il est même parfois assez tendu. Alors l'intérêt, une petite astuce aussi que j'avais relevé dans Baldur's Gate 1, c'est qu'on peut créer une fausse partie multijoueur et créer en fait toute son équipe. Alors du coup, c'est un peu gros build parce que voilà, on fait vraiment les personnages à son image et avec les points de compétence là où on a envie et voilà, quand on connaît le jeu, on sait que telle ou telle compétence sera utile ou moins. Enfin voilà, donc c'est une petite astuce qui est sympa, c'est de créer une fausse partie multi et puis créer six joueurs avec voilà, on crée les noms, les stats, le visage, enfin, voilà. Bon, il fallait bien mettre un numéro 1. Alors voilà, pendant le confinement, j'ai rejoué à Baldur's Gate 1 du coup, par nostalgie. Donc c'est des jeux bah, aussi indépassables en genre, beaucoup limités. Là, il y a un Baldur's Gate 3 qui va sortir, mais bon, ça a l'air moins dans la mouvance du Baldur's Gate 2 qui est resté voilà un jeu qui a traversé le temps. Donc voilà pour ce top 10. Plutôt rétro gaming, c'est vrai. Mais bon, je joue moins aux jeux vidéo hein, quand même, hein. J'ai un petit peu grandi. Bien. Bah, je vous dis à bientôt. Merci.